de médecins et de pasteurs. Ma réflexion sur la prise en charge des malades du sida à Kinshasa m'a amené à identifier 5 catégories de discours. C'est des populations locales, des associations, des médecins, des guérisseurs et des pasteurs. Selon les populations locales, le sida est dû aux pratiques ancestrales. C'est-à-dire que le sida serait provoqué par le venin du serpent ancien qui aurait mordu certains parents lointains. Et de ce fait, les descendants auraient eux aussi développé la même maladie contenue dans les gènes des parents. Pour les associations de lutte contre le sida, les discours des malades sont empreints de croyances et de représentations vis-à-vis de l'infection du sida. En dépit de l'information médicale et biologique fournie par ces leaders des associations, de nombreux malades choisissent d'adhérer aux thèses des féticheurs, des guérisseurs et des pasteurs. Et en outre, ces leaders d'associations notent que l'avènement des églises de réveil à mouvance pentecôtiste a apporté une entrave à leurs actions sur le terrain. Selon le médecin congolais que j'ai interrogé, le sida se propage à Kinshasa à cause notamment de l'ignorance des populations, de paupérisation de la famille, du comportement sexuel irresponsable de certaines populations, des croyances sociales et culturelles de certaines communautés de Kinshasa. Il note par exemple que les cas de Lévira et de Sorora constituent une preuve éloquente. En outre, le recours aux médecins traditionnels permet au VIH-Sida de provoquer des maladies opportunistes telles que la tuberculose, le paludisme chronique, la dysenterie bactérienne, et j'en passe. Pour les féticheurs et guérisseurs, le sida est une maladie, c'est une nouvelle maladie dont ils ignorent la thérapie. Et partant de son étiologie, certains guérisseurs pensent que le sida est une sanction que les ancêtres auraient infligée à leurs descendants. Et de ce fait, pour les guérir, les patients du sida devraient offrir des sacrifices aux ancêtres à travers la main experte de ces féticheurs. D'autres, en revanche, estiment que le sida n'a pas encore une médication traditionnelle, car les initiés de la pharmacopée ancienne ne l'ont point connue. En dernière instance, pour les pasteurs, le sida est une sanction divine. Il y a à la fois un avertissement qu'il est supposé qu'une infraction volontaire ou involontaire a été commise. Un rappel à l'ordre qui exige une réparation, une injonction à restaurer la relation entre l'homme et Dieu. De ce fait, sa guérison appelle l'offrande de sacrifice et les patients doivent subir une tire d'âme, suivie des prières de délivrance, d'imposition des mains et doit être loin du domicile. En conclusion, messieurs et madame les membres du jury, je ne saurais terminer cette présentation sans pour autant évoquer les limites de cette thèse. C'est le cas notamment des définitions de concepts de base qui sont spécifiquement médicaux. Cet aspect a été effectivement abordé, mais néanmoins, vu le caractère trop médical de ces concepts, cette thèse allait d'ores et déjà prendre l'allure d'une thèse de médecine dès son introduction. D'où j'ai eu la souplesse de me limiter à ces brèves définitions. Je n'ai pas pu également développer certains aspects assez importants tels que les contextes politiques et économiques du Congo, ainsi que les comparaisons des données entre certains pays d'Afrique centrale, comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie. Premièrement, parce que les données politiques et économiques sur le Congo ne sont pratiquement pas disponibles. Les quelques-unes qui existent ne sont pas mises en jour ou sont souvent falsifiées par les administrations. Deuxièmement, les statistiques en rapport avec l'évolution du VIH-Sida dans l'espace des grands lacs africains ne sont pas du tout disponibles au Congo ni dans ses pays voisins. Seuls les organismes internationaux en disposent. Et sur ces données ne sont pas à la portée du grand public. Ce manque de données sur les pays africains a toujours constitué un obstacle pour les chercheurs africains. Ça, c'est connu. Néanmoins, les quelques données disponibles sont l'apanage, surtout des Nations Unies, qui emploient de gros moyens sur le terrain pour constituer ses propres bases de données. Et pour y accéder, il faut soit avoir l'autorisation d'un personnel influent des Nations Unies. Enfin, les aspects tels que les rapports entre malades et médecins, les représentations sur les maladies rares, ainsi que l'érection d'un cadre de dialogue permanent entre différents thérapeutes, donc je cite ici les médecins, les guérisseurs, les féticheurs et les pasteurs, peuvent être des perspectives pouvant déboucher aux recherches à venir. Je vous remercie.
votre exposé de soutenance. Je passerai sans plus tarder la parole à votre premier directeur de thèse, c'est-à-dire le professeur Martine Zibéras. Monsieur le Président, merci beaucoup. Monsieur les membres du jury, merci d'avoir accepté de venir pour évaluer la thèse d'Hubert avec moi. Cher public, cher Hubert, je vais à présent procéder à mes remarques et critiques. Et je voudrais introduire mon propos en disant combien je suis fière et heureuse de voir l'aboutissement de cette thèse rapidement, en 4 ans, même en 3 ans. Vous avez compté votre année de master, donc c'est tout à fait correct comme condition de temps. Je voudrais aussi souligner que ces années ont été difficiles pour Hubert qui a travaillé sans financement. Donc voilà, les conditions étaient difficiles et pourtant vous rendez un beau travail, bien réussi. Et à présent, Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, je vais développer un petit peu pour montrer mon point de vue, puisque Hubert a développé le contenu. Donc je vais faire mon travail de correcteur. Donc effectivement, la thèse d'Hubert se présente en un volume de 354 pages, 293 pages de texte et une soixantaine de pages d'annexes. Effectivement, le plan est bien équilibré, 2 grandes parties de 4 chapitres chacun. Le terrain, puisque c'est une thèse avec un terrain, le terrain d'enquête a été réalisé récemment, en 2013 et 2014, auprès donc d'une soixantaine de patients, auprès de 2 associations, Femmes Plus et la Fondation Olangui Mosso de Kinshasa, ainsi que des entretiens auprès de différentes autorités administratives, sanitaires et sociales. La problématique de ce travail est bien construite, elle est étoffée et elle est diverse, puisque le candidat va allier à la fois le quantitatif et le qualitatif. Donc son approche théorique s'inscrit résolument en sociologie de la santé, mais néanmoins, la thèse va aborder tout un tas d'autres domaines. En particulier, l'introduction, toutes les premières pages vont planter le contexte de la mondialisation de la santé et montrer qu'effectivement, malgré une organisation de la santé propre à chaque État, il existe l'émergence d'un droit international qui dépasse les droits nationaux, et c'est ce fil directeur qui vous a servi pour comparer le peu de données que vous aviez sur Kinshasa. Du point de vue de la littérature sociologique, vous êtes tout à fait correct aussi, puisque de nombreux sociologues spécialistes de la santé, tant européens qu'africains, où la référence à de nombreux textes législatifs vont vous permettre de comparer le système santé congolais aux critères internationaux de la santé. C'est ainsi que vous allez pouvoir mettre à jour que coexistent ces 2 modèles de santé, la médecine occidentale avec le médecin et les dispensaires, et puis tout ce pan impensé de la médecine, enfin par quelques auteurs que vous allez citer, tout le pan de la médecine traditionnelle, féticheur, guérisseur, pasteur des églises du réveil. Vous allez ensuite analyser tous les moyens qui sont mis en œuvre pour lutter contre le sida et les effets du sida. Donc, c'est comme ça que vous allez travailler sur le discours des patients et vous allez montrer qu'il existe effectivement un registre interprétatif de la maladie comme malédiction, où vous rejoignez des auteurs comme Laplantine qui vont montrer qu'effectivement, dans l'ensemble des pays, l'imaginaire, les représentations comptent, et ça va être un des fils directeurs de votre thèse. L'autre point important que vous montrez, c'est l'aspect collectif du soin. L'importance de ce que vous allez appeler le groupe organisateur de thérapie dans l'approche des patients et qui va vous permettre de montrer comment s'organise ce fameux itinéraire thérapeutique conseillé par le groupe organisateur de thérapie. Les sources maintenant. Donc comme vous l'avez dit à l'oral, heureusement que vous avez pu faire cette enquête de terrain, puisque les quelques données statistiques existantes sont surtout l'apanage des sociétés occidentales. Donc vous avez utilisé l'OMS,
c'est un médecin pour 10 000 habitants, alors qu'à Kinshasa, il n'y a qu'un médecin pour 5 000 habitants. Ou le point de vue économique, le traitement antirétroviral qui coûte 100 $ par mois, alors que le revenu d'activité moyen est seulement de 45 $. Donc voilà des points un peu importants, même s'il n'existe pas beaucoup de statistiques, vous pointez juste, vous pointez ce qui est important. Pour la méthodologie, comme nous l'avons dit tous les deux, vous avez fait cette enquête de terrain, mais il a fallu faire une pré-enquête auprès des spécialistes. D'abord en France, vous avez contacté tous les partenaires sur le sida, Institut Pasteur, Aide, SIDAction, etc. On n'a pas eu beaucoup d'aide, un soutien moral seulement. Voilà. Et donc vous êtes partis, ça c'est grâce à l'école doctorale, 2 fois à Kinshasa pour réaliser votre terrain. Donc maintenant venons-en un peu à la description de ces 2 grandes parties, parce que je vais prendre un peu de temps, Monsieur le Président, mais je tiens vraiment à souligner ce que Hubert a construit, qui me paraît très important à la fois pour ses études à lui, mais aussi pour le Congo et pour Kinshasa. Donc votre première partie traite de vos concepts, le cadre conceptuel. Effectivement, vous étiez obligé d'aller chercher des concepts du champ médical, puisque votre objet se situe dans le champ médical. Mais vous les avez revisités et redéfinis dans le champ sociologique. Et ça, j'en suis très fière, et ça un beau travail. Donc, par exemple, vous avez commencé par définir qu'est-ce qu'était la santé, qu'est-ce qu'était la bonne santé. C'était capital. Donc, vous en avez profité pour faire un petit historique de la médecine, de l'évolution de la profession. Et là, vous avez travaillé avec des auteurs comme Cambienne, Friedson, des auteurs occidentaux. Ensuite, vous avez eu besoin de définir le concept de santé publique, puisqu'on est en plein dans un problème de santé publique. Donc, vous avez travaillé avec des indicateurs de l'OMS pour montrer qu'effectivement, on était dans une approche globale de la maladie, et même en Afrique, il nous fallait adopter ces points de vue globaux complets. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez aussi travaillé sur la relation soignant-soigné, capitale. Donc pour nous, en Occident, c'est plutôt Foucault qui avait travaillé là-dessus. Vous avez travaillé avec Kouchner, par exemple, puisque évidemment, il nous faut développer des pratiques de respect, et ce n'est pas toujours ce que vous avez pu observer sur le terrain. De la même façon, vous avez eu besoin de définir le concept de prise en charge médicale, mais avec toutes les variables nécessaires, et on va voir que vous avez agrandi le champ de la santé à l'économie, aux politiques, et on va le voir, au culturel. Donc, heureusement, vous vous êtes appuyé sur ces textes législatifs, vous faites une très bonne utilisation, par exemple, des textes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui vous permettent d'avancer plus loin et de proposer pour l'Afrique ce que vous appelez le droit à la protection de la santé, qui fait naître un droit d'accès aux soins pour tous. Donc on sent pointer aussi le point de vue politique en termes de santé publique. Bon, sur le sida, là on était vraiment dans le domaine, le VIH, sida, le virus. Vous avez tout un petit chapitre sur à la fois les connaissances scientifiques sur le sida, mais vous allez plus loin, et je pense que c'est l'originalité de votre thèse. Déjà, vous montrez qu'il existe tout un halo de mythes et légendes pour définir qu'est-ce que le sida. Donc, vous en profitez pour ensuite présenter votre pays. Donc, on a une belle présentation du Congo, à la fois géographique, mais aussi politique. On a un rapide historique des mouvements politiques qui, bien sûr, vont jouer dans la construction du système santé. Enfin, quand vous voulez construire une épidémiologie du sida à Kinshasa, ses causes, la propagation, etc., vous êtes obligé d'ouvrir 2 grandes thématiques nouvelles, 3 même, celle en termes d'économie politique. Et là, je vous félicite puisque vous allez ramener beaucoup d'indicateurs en termes de pauvreté et montrer la situation économique à la fois du pays et aussi de la grande ville de Kinshasa. Et vous montrer qu'effectivement, si on ajoute la malnutrition, les maladies, etc., on comprend qu'il y a bien des cofacteurs à cette propagation du sida. Dans ce chapitre,
vous tirez votre première hypothèse, hein, ça vous permet de repérer qu'effectivement, les patients du sida ont nécessité d'être entourés. Et là, vous avez pris appui sur la littérature sociologique française avec le grand spécialiste qui est Michael Pollack et qui avait déjà montré que pour les malades occidentaux, c'était effectivement le réseau autour d'eux qui leur permettait de survivre ou pas, tout simplement. Donc ça, c'est une hypothèse que vous allez développer et qui fait vraiment l'originalité de la thèse, c'est le fameux groupe organisateur de thérapie. Deuxième grand champ que vous ouvrez, c'est ce que vous appelez l'approche socio-culturelle, puisque vous vous êtes rendu compte que les représentations de la maladie conditionnaient la sortie, l'itinéraire de la maladie. Et donc vous avez toute une partie extrêmement bien faite, que j'appellerais moi en termes d'anthropologie, des cultures traditionnelles. Donc là, vous vous êtes basé comme un anthropologue, comme un ethnologue, sur vos éléments de terrain, à partir d'entretiens avec des guérisseurs, des pasteurs. Vous avez même fait de l'observation participante au niveau des rituels. Et donc ça, c'est ce qui vous permet de montrer qu'il existe un imaginaire de la santé. Et là, évidemment, on est très en pointe par rapport à la sociologie de la santé. Donc, il est très beau, votre petit chapitre sur les médecines traditionnelles, hein, aux alentours de la page 86 à 109, puisque vous allez nous parler des conceptions de la maladie et de sa guérison dans les communautés traditionnelles des peuples Congo. Vous faites un relevé très précis des termes en langue vernaculaire, en langue lingala, kikongo, yansi, mbun et bantou. Moi aussi, excusez mon accent, mais je pense que c'est très important de faire ressortir toutes ces cultures, puisque c'est la richesse de l'Afrique. Et donc, vous parlez aussi des rituels, plus dans la vie quotidienne, comme le rituel du passage au statut d'adulte, Mukanda, qui nous permet, à nous, chercheurs occidentaux, de toucher du doigt un peu tout cet imaginaire africain qui va ensuite, évidemment, peser sur le problème du sida. Donc c'est cet aspect anthropologique, je pense, qui vous permet non seulement d'éclairer, mais de consolider votre hypothèse du groupe organisateur de thérapie. Donc page 103, vous définissez très clairement la notion. C'est un ensemble de parents proches, de voisins, etc., qui constitue un aspect central de la scène médicale en Afrique, puisque c'est lui, hein, le groupe organisateur de thérapie, qui choisit l'itinéraire. Donc on conclut cette belle première partie conceptuelle sur une tentative de modélisation. Là aussi, je vous félicite, hein, puisqu'on est sciences sociales, sciences molles, mais nous aussi, on essaye de modéliser les choses, comme nos collègues des sciences exactes. Et je le félicite pour ce courage, parce que souvent, en sciences sociales, on n'ose pas modéliser, hein, mais je vous félicite. Et maintenant, j'aborde la deuxième grande partie, les résultats, puisqu'il y a des forts beaux résultats à cette étude. Donc, vous ouvrez un deuxième volet, on pourrait dire en termes de sociologie urbaine. Là, pour nous présenter, on se recentre au début de cette partie sur Kinshasa, la description des habitants. Là, vous appuyez sur la littérature africaine et effectivement, ce tableau, vous dessinez un tableau assez négatif, mais je crois qu'il fallait le faire. Donc, je passe sur tous les indicateurs en termes de sociologie urbaine, mais c'est très important, vous les lissez, vous laissez un tableau extrêmement fouillé, hein, les emplois informels, le manque d'hygiène, le système des eaux, etc., pour en venir à la description du système sanitaire, les établissements publics, les établissements privés, les petites officines qui se développent, etc. On a là un très très beau tableau de Kinshasa en termes de sociologie urbaine. Ça pourrait faire un chapitre à part que vous publiez. Le chapitre 2 va se concentrer sur le système santé. Là aussi, vous amenez tous des indicateurs en termes de santé pour montrer que Kinshasa est faible en termes de structure de soins. Vous proposez le concept de gouvernance d'un système santé, puisqu'effectivement il est très flou et on ne peut pas encore parler d'une véritable organisation. Votre chapitre 3 de cette deuxième partie, c'est l'avant-dernier chapitre, hein, il ne me reste plus que 2 chapitres à décrire, j'ai presque fini, Monsieur le Président, et le clou de votre travail, puisque dans le chapitre 3,
vous développez cette idée de parcours thérapeutique qui doit être tellement difficile à comprendre pour les médecins occidentaux. Et c'est extrêmement bien décrit. Donc vous modélisez ces parcours ou ces étapes selon des schémas simples que vous expliquez bien. Donc il y a bien le conseil de famille et ensuite on choisit. Et donc il y a un itinéraire qui va du guérisseur au féticheur, puis on revient au médecin, on retourne au pasteur, etc. Donc sur votre petite enquête de terrain, vous nous apportez des chiffres très éclairants, puisque on sait combien ont eu recours aux féticheurs médecins, 14, 16 aux féticheurs guérisseurs, 28 aux pasteurs et 3 qui n'ont jamais rencontré de médecin. C'est aussi dans ce chapitre que vous nous présentez, bien sûr, des profils de patients, mais surtout des profils de patients guéris. Ça, c'est extraordinaire. C'est aussi un des clous de la thèse, même si peut-être je vais vous poser, ça sera ma seule question, pour faire comprendre un peu à l'assistance, qu'est-ce que c'est que cette guérison? On va voir qu'effectivement, elle est entièrement dans l'imaginaire. Donc, on termine effectivement sur ce que vous appelez très astucieusement les modes opératoires du traitement